Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur votre tribune, le décryptage de la semaine. Donc, cette rétrospection des faits marquants de l'actualité de la semaine, bien évidemment, avec notre consultant politique Agapit Napoléon Mafourican. Bonsoir. Bonsoir, Omiad. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Ah, voilà, vous êtes par ailleurs expert en gouvernance, expert électoral. Cette semaine a été marquée par cette tournée nationale à l'initiative du président de la République. Cette tournée qui a démarré jeudi dernier et puis à la date d'aujourd'hui, on pourrait déjà dire que le chef de l'État, donc le premier citoyen du Bénin, a parcouru 12 communes à raison de 3 communes par jour, puisque nous sommes à la 4e journée de cette tournée nationale. Globalement, que retenir globalement Agapit Napoléon Mafourican? Écoutez, globalement, il est trop tôt de retenir quelque chose puisque c'est une tournée qui... À l'issue de ces 4 jours, en fait. Bon, les 4 premiers jours. Les 4 premiers jours sont la partie septentrionale de la tournée et qui a démarré par les collines, par l'une des communes des collines, la commune de Savé. Et donc, le chef d'État a foulé le Borgou par Tchaourou, Parakou, Niki et Kalale. Et puis Bemberké, ensuite. Et puis la commune de la Lubori par Malanville Kandi, Banikwara, Kérou. Et Banikwara, et donc la Takora qui a démarré par Kérou, Péonko Kwandé. Et la délégation a rallié Nati Tengu ce jour. C'est dire que bon, le président a démarré peut-être pas le plus difficile. Plus difficile d'abord au regard donc de la commune de Savé, de Tchaourou et de Parakou, qui n'étaient pas des communes totalement acquises, notamment lorsqu'on se réfère aux incidents il y a 1 an. On peut dire que le chef a préféré prendre les taureaux par les cornes et régler en même temps cette question une fois que l'occasion lui est offerte, afin qu'il s'est donné l'occasion donc de descendre sur le terrain. Il fallait vider ce malentendu avec les populations. Ça allait d'avoir été un exercice réussi, puisqu'à Savé, la liesse était franchement perceptible, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est visible. À Tchaourou, il y a quelques échauffourées la veille. Et tout est déroulé dans le calme, dans la sérénité, dans la responsabilité des uns des autres. Et à Parakou, c'était l'apothéose, les mêmes situations qui ont été connues à Kalale, à Bemberké, à Niki. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que le chef de l'État a des messages clairs, nets, message de pardon, message de réconciliation, message de paix, message d'élection transparente, message donc de sérénité. Le chef d'État, tel un père de la nation, affronte cette tournée et, comme dit, n'a pas de sujet tabou à évoquer tous les sujets, que ce soit les situations malencontreuses d'il y a une année, d'il y a 1 an, avec les échauffourées, les blessés, les décès. Et le chef d'État parle du pardon du peuple, du pardon de la nation, le pardon de la République, et donc du pardon des personnes qui ont pu avoir souffert dans leur chair, dans leur âme, dans leur psychologie et autres au regard des événements. Le chef d'État a rassuré que les élections se dérouleront de manière inclusive, que tous ceux qui veulent leur récépissé l'auront, notamment l'opposition, et ainsi de suite. Je pense que le chef d'État a parlé également de développement, de l'eau. En attendant, on revenu profondément sur quelques messages forts délivrés par le chef de l'État. Est-ce qu'on pourrait dire au fil des 4 jours que dure déjà cette première phase de cette tournée, est-ce qu'on pourrait dire que la réticence que certains ont sur la pertinence de cette initiative gouvernementale, donc la tournée présidentielle, est-ce qu'on pourrait dire que c'est dissipé? Alors, je ne sais pas s'il faut s'occuper de la réticence que c'était lorsque le chef d'État, lui, cherche et décide d'aller sur le terrain. Parce que certains se posent toujours la question de savoir pourquoi sortir maintenant après 4 ans de gouvernance. C'est à se demander pourquoi ils vont à l'église au lieu d'aller à la mosquée, ou pourquoi ils vont marcher au lieu d'aller faire du sport. Eux, ils sont libres. Le chef d'État est libre de choisir son temps. Il est élu pour 5 ans. Il a un timing. Il gère son agenda. Ceux qui veulent se poser des questions peuvent rester là à se poser des questions. Dans les localités visitées, les populations n'ont pas l'air de se poser des questions. Elles sont plutôt contentes. Il faut regarder les images.
Les gens ont pu créer des situations, les gens ont pu... Quand sur les réseaux, ça bavarde dans les localités, c'est heureux, ça se lâche, ça se vit, ça prend du plaisir en présence du chef de l'État. Et quelques revendications ici et là, au niveau des... Les maires sont heureux, les populations sont heureuses, les groupements sont heureux. Vous voyez, tout se déroule dans... Alors donc, ceux qui veulent se poser des questions sur l'opportunité encore du voyage, ils ont les réseaux sociaux pour ça. Et même si c'est quand même déplorable hein, de voir des gens aussi sérieux que des représentants des partis politiques qui se posent une telle question. Parce que vous avez à exercer le pouvoir d'État, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Parce que ça rabaisse le niveau. J'ai écouté de leur façon dans le duel ce matin, qui se demandait hein, vraiment que, qui fait partie de ceux qui se posent la question encore sur l'opportunité d'une telle, qui la trouvaient carrément inopportune. C'est quand même dommage. C'est dommage, c'est déplorable qu'on entende ce genre de choses. Bon, c'est l'opinion. Même si chacun, non, l'opposition peut trouver d'autres angles. Mais comment peut-être depuis longtemps il n'a pas fait ça et c'est maintenant qu'il le fait. Mais il est libre de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé quelque part où l'État n'était pas présent, où l'État n'a pas été présent? À Malanville, il y a eu des ponts qui ont sauté. L'État y était, le ministre d'État y était, le ministre qui devait aller y était, et ce qui doit être fait. Lorsqu'il y a eu des échauffourées, les ministres qui doivent aller sur le terrain sont allés malgré l'insécurité. L'ordre est rétabli. Dans quelle localité il y a un problème où le gouvernement devrait être présent ou le gouvernement n'a pas été présent? Où l'État devrait être présent ou l'État n'a pas été présent? Alors pourquoi les gens pensent que c'est le chef d'État qui doit... En fait, quand vous parlez du gouvernement, là, on est en train de parler du président, de la personne du président de la République qui sort. Ce n'est vraiment pas la même chose quand c'est un ministre qui sort. Mais son rôle n'est pas de flâner dans le pays. C'est ça le problème. Les gens sont habitués, ils étaient habitués sans doute à des gens qui flânaient, qui se promenaient, qui y allaient. Mais quand vous vous promenez dans le pays, à quel moment vous allez avoir la maîtrise des dossiers? À quel moment vous allez lire la situation? À quel moment vous allez gérer? Le poste de commandement, un commandant en chef ne se promène pas. Il est dans ce poste de commandement, il donne des ordres, il exécute, il suit la mise en œuvre, l'exécution, il redistribue les rôles, il change les acteurs en cas de besoin et il attend des résultats. C'est ça un commandant. Ce n'est pas quelqu'un qui se promène. Et maintenant, si besoin est de descendre sur le terrain, il peut descendre sur le terrain pour voir un certain nombre de choses. Mais alors, donc, ceux qui attendent, qui pensent que le chef d'État, son rôle, c'est de flâner, se promener et aller de Caribe en Silla et autres, c'est pas son travail. C'est pas son travail. En fait, le timing, et je vous ai dit, Mathieu Kérékou oui, a dirigé ce pays en 10 ans, il n'a même pas fait de tournée. Il n'en a même pas fait. Il a fait quelques sorties, il n'a même pas fait de tournée. Parce que il estime que c'est inutile. Que lui, de Cotonou, de son bureau, il a tous les renseignements qui lui permettent de gérer son pays. Il l'a dit, il nous l'a dit. On était en audience, l'union des journalistes de la presse privée, avec lui, en 2002. Il nous l'a dit que lui n'a pas besoin de se promener, que les journalistes l'attaquent pour dire que lui ne soit pas une école, que lui, il a les renseignements et il dirige de Cotonou. Alors, c'est son choix. Donc, celui qui l'a succédé, avec un hélicoptère, il allait, il venait, oui. C'est aussi un choix. C'est bien. Mais après, quand, en guise de résultat, est-ce que c'est aussi probable? Est-ce qu'il n'y a pas de chantiers abandonnés? Est-ce qu'il n'y a pas des éléphants blancs? Est-ce que c'est signe absolument de rapprochement avec le peuple? Pas évident. Pas évident. Donc, solution est, en la matière, je ne pense pas qu'il y ait une formule magique. Chaque président expérimente sa formule. Je pense que le président Talon a sa formule au départ. Et donc la méthode est différenciée. Non mais attends, on n'a pas besoin de le dire, ça se voit. Peut-être qu'il y a des gens qui voudraient que les deux appliquent la même méthode. Mais je dis, la simple logique, il faudrait quand même qu'en fin de mandat, qu'il aille constater un certain nombre de choses sur le terrain. Il a fait campagne. Donc, après le moment, il a fait campagne, il y a 5 ans. Il a dit certaines choses. Il a rencontré certaines situations. Il a rencontré certaines personnes. Quand il a pris la fonction, en novembre 2016, il est allé à Parakou. Il a pris des engagements. Il a rassuré. Il a prévenu. Et il a rassuré. Il a prévenu qu'il va falloir serrer les ceintures. Il a rassuré qu'une fois que ce sera fait, progressivement, les résultats vont commencer par se voir. 4 ans après, il a des raisons de retourner sur le terrain, de voir globalement qu'est-ce qui a pu mal fonctionner dans ce qu'il a fait. La preuve, à Tchaourou, il a dit, ici, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire, nous allons faire ceci. Il a pris un engagement ferme. Tout comme, il me semble, à Kalalé, tout comme à Parakou, à Kérou, aujourd'hui, il était tout... Il a dit, voilà, la roue du coton va se faire,
le financement est bouclé. Il a des... Là, je parle de Kérou, Tout à fait, Kérou, oui, dimanche exactement. 15 novembre. Donc, le chef d'État, aujourd'hui, a les données, il a des éléments pour apporter quelques réponses à quelques attentes. Donc, ce n'est pas la même chose qu'il y a 4 ans. On a dit oui, on va, mais il a déjà fait campagne, il a déjà vu. Pourquoi les gens voudraient qu'il se promène encore pour voir quelque chose qu'il connaît déjà? Et justement, il y a quand même justement cette lecture de certains observateurs donc de la vie politique, surtout de la gouvernance, de la rupture sur, par exemple, ce fait qui concerne cette disparité dans le message du chef de l'État délivré dans ces différentes communes. Ils ont bien cette lecture de ce que, apparemment, c'est des messages spécifiques à certaines communes. Oh, disons que ils ne sont pas de très bonne lecture. Il ne faut pas de bonne lecture. Hein. Le président Yahi nous a habitués à des sorties du genre. Et quand Yahi, qui n'aime même pas trop les interviews avec la presse, et qui intervenait très peu, il utilisait des sorties pour parler au peuple. Hein? Et donc, on peut constater que sous le président Yahi, il y avait déjà une certaine manière de parler, de répondre aux questions de l'heure à travers ses sorties à lui. Et donc, prétextant. Donc voilà, exactement. Il prend la sortie comme un prétexte et il répond aux questions de l'heure. Ça, c'était depuis Yahi. Et dans son style de communication. Donc, un problème qui se pose à Cotonou, le président Yahi peut répondre à Segbana. Comme il peut répondre à Lalo. Passer au détour d'une mission, d'un tour, d'un voyage, d'une visite et autres, il a que ça. Alors, dans le cas d'espèce, le président Talon a des messages. S'il doit dire les mêmes choses aux mêmes populations, ça va ennuyer, non? Il doit faire un message à la nation. Et puis, les populations n'ont pas les mêmes problèmes. Quand vous allez à Savet, ce n'était pas la même chose. Autant le maire a salué le gouvernement pour les efforts faits, autant il avait d'autres doléances. Autant à Savet, il y a une plaie à penser. Il y a une unité à rebâtir. Donc, ce n'est pas la même chose. À Tchaourou, idem. À Parakou, c'est bien différent. À Karale, c'est carrément autre chose. À Kérou, c'est différent. Kandi et Manavi n'ont pas les mêmes problèmes. Et ainsi de suite. Et les deux capés, Kwande, Kérou, Plonko, vous allez là, ce n'est pas les mêmes problèmes. Ils ont un problème de désenclavement. Tout comme Kalale, tout comme Kérou. Oui, voilà, il est dans les deux capés. Donc, Banikwara est heureux parce qu'on lui a construit un stade omnisport. Banikwara a déjà réglé la question de désenclavement, est heureux d'avoir un stade omnisport, mais a d'autres doléances. Et ainsi de suite. Donc, vous ne pouvez pas que les messages soient les mêmes. Maintenant, en dehors des messages de développement, il y a les messages politiques. Et à quel endroit le chef d'État a profité de sa toute première sortie? Donc, dans les zones les plus délicates, pour dire en même temps qu'il n'y a pas de problème de gouvernance, il n'y a pas à craindre. Moi, je suis là pour la paix. C'est une sortie. Je suis un président qui est soucieux de la paix. Et ainsi, les élections auront lieu de manière inclusive. Ceux qui ont besoin, ceux qui doivent avoir leur papier auront leur papier. Des directives seront données. Et bah, donc, voilà le message général. À mon avis, il est sorti le premier jour. Mais après, c'est des messages spécifiques selon les localités, sont peut-être à appuyer une idée ici et là. Mais il ne peut pas avoir les mêmes messages partout, c'est pas possible. Le message, en tout cas, ce clin d'œil à l'endroit donc du parti en création, les démocrates devraient faire dissiper tout doute. Mais bon, quand on écoute un peu quelques acteurs, on a bien l'impression qu'il y a toujours de l'hésitation, il y a toujours cette incrédulité parce que justement, on est dans l'univers politique alors que le premier citoyen du Bénin a dit nous donnerons des instructions pour que cela, d'ici 2 semaines, et puis cela soit fait. Enfin, pour moi, ce n'est pas un événement de toute façon. S'ils sont à jour, ils ont le papier. Pour moi, il n'y a pas de raison de c'est pas. Et comme je vous l'ai déjà dit, l'élection présidentielle n'est pas une élection de parti. Donc, absolument, pour tout dire, personne n'a besoin de son parti actuellement. Hein, pour tout dire, personne n'a besoin d'utiliser le parti là où on est aujourd'hui. L'urgence, enfin, pas l'urgence, l'imminence en termes d'échéance n'est pas celle des partis. C'est plutôt celle du terrain.
C'est-à-dire, là où vous êtes, oui, vous avez les moyens, vous avez derrière vous des militants qui disent oui, 5 ans, oui, 5 ans, et puis là, vous allez vous demander à avoir... Mais quand le candidat est porté par un grand ensemble... Vous demandez à avoir des parrainages. Ceux qui disent oui, 5 ans, dites-leur d'aller vous chercher le parrainage. Ils vont vous négocier 16 parrainages et puis c'est fini. Donc, vous n'avez pas besoin de parti. Un grand mouvement qui est derrière vous et se bat pour avoir des financements et avoir des parrainages. Et vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Après, il va falloir, si vous remplissez les autres conditions. C'est pour dire que l'élection présidentielle n'est pas celle de l'appareil politique. Donc, c'est même pas... Effectivement, vous avez besoin quand même d'un accompagnement de grands mouvements. Ici, il peut y avoir d'alliances, il peut y avoir de grands rassemblements, il peut y avoir un consortium, il peut y avoir une fédération, il peut y avoir une confédération, il peut y avoir... Vous pouvez avoir n'importe quoi. Tout peut vous... Un conglomérat, tout ça peut vous soutenir et vous porter au pouvoir. Donc, ce n'est pas l'élection présidentielle, n'est pas créée, c'est pas une élection. Le législateur ou le constituant, de toute façon, n'a pas... On a fait les deux en 2019. On a révisé la Constitution et on a revu le Code électoral, n'a pas voulu en faire, a préféré rester dans la logique de 90, mais a refaçonné un peu avec l'idée de parrainage. Donc, l'élection présidentielle n'est pas une élection de parti, c'est une élection d'appareil, de terrain. C'est le terrain, c'est le terrain. Vous avez beau être militant de parti, si votre parti n'est pas suffisamment assis pour avoir les parrainages, vous devez aller négocier. Donc c'est une élection de terrain où il faut aller conquérir le terrain. Alors que pour les élections législatives, pour les élections locales, il faut d'abord être un parti. Remplir un certain nombre de conditions avant d'aller maintenant conquérir le terrain. Tout à fait. Voilà la différence. Voilà. Il y a quand même le chef de l'État à profiter pour parler de ces efforts qui sont consentis depuis 4 ans. Donc, pour l'assainissement, ou du moins pour l'assainissement des finances publiques. Et donc, cette fameuse phrase, l'argent ne circule plus dans le pays, beaucoup l'ont dit. Et d'ailleurs, le chef de l'État est revenu sur cette, sur cette accession-là, sur cette phrase, et qui a rappelé quand même que c'était l'argent sale qui ne circule plus et que, voilà. Mais ça choquait certaines sensibilités. Et pourtant, nous le disions depuis, tout le monde le disait quand même, ce n'est qu'une quand même logique. Oui. Et pourquoi certains ne comprennent pas? C'est parce qu'il n'y a pas pire. Est-ce qu'en réalité, il y a de l'argent sale? Il n'y a pas pire sot que celui qui veut se faire passer ainsi. L'argent, c'est l'argent. Pourquoi l'argent sale alors? Est-ce qu'il y a de l'argent sale? L'argent mal gagné. L'argent c'est mal approprié. L'argent volé, détourné, l'argent blanchi. C'est ça l'argent sale. Voilà, donc vous comprenez que dans le pays, peut-être que le revenu par habitant n'est pas haut, peut-être que le salaire minimum, le SMIC n'est pas haut, peut-être que le pouvoir d'achat est bas, peut-être ça. Donc c'est un pays sous-développé. On a beau être un peu reclassé, le panier, le Benoît lambda n'est pas encore parvenu à un niveau où il ressent fondamentalement grand-chose dans son assiette. Dès lors, quel citoyen a été défait de son revenu? Quel citoyen a perdu son emploi alors qu'il a un contrat en bonne et due forme et il travaille régulièrement? Il est assidu. Le problème qui se pose, on n'a pas de 800 000 emplois et tout le monde encore va crier, mais c'est peu. On pourrait créer beaucoup plus. Et avec les réformes, on peut avoir plus. C'est parce que je pense que les gens ont été suffisamment responsables et n'ont pas voulu en inventer. Ils auraient pu dire 1,5 million d'emplois. Et puis rien ne se passerait. Parce que, effectivement, le pays est en chantier. Donc, c'est dire quoi? Que quand les gens disent que l'argent ne circule pas, nous tous, nous ressentons que nos pouvoirs ont baissé. Parce que le problème est tellement simple. Lorsque c'est fluide en haut, ça redescend sur tout le monde. Il y a un adage qui dit que lorsque ça vient au niveau des barbes, ça descend au niveau du menton. Tout à fait. Parce que simplement, c'est un effet d'ascenseur. Ça monte. Enfin, c'est pas nécessairement d'ascenseur, mais ça descend. Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut, ça descend. Ça descend. Ça descend. Donc, quand vous devez rentrer chez vous avec 100 000 non espérés,
que vous avez gagné parce que, bon, voilà, vous avez rencontré un homme politique qui lui aussi a déjà gagné parce qu'il n'espérait pas. Parce que celui qui l'a vu aussi, il a gagné parce qu'il n'espérait pas. Donc, celui qui a eu 1 million sans l'espérer, en a donné 200 000 à quelqu'un. Là, lui, il va vous donner, vous, 50 000. Et vous allez donner 20 000, enfin 5 000 à l'autre. Et l'autre va donner 200 francs. Et tout ce monde est heureux parce que l'argent qui n'est pas attendu est acquis et circule. Et cet argent fait plaisir à tout le monde. Ça nous permet de vivre un peu au-dessus de nos moyens, d'acquérir des biens que nous ne pouvons pas acquérir avec nos salaires, et ainsi de suite. Et nous avons vécu pendant longtemps ainsi. Donc, on appelle ça les à côté. Vous rendez service, c'est-à-dire que vous avez un employé qui vous, ou bien vous avez quelqu'un, un collaborateur qui fait son travail, il attend une gratification. Quelqu'un qui fait son travail, vous allez voir un agent. Que ça s'appelle prime de motivation. Voilà, et la prime ne se paye par l'employeur et non pas le contribuable. Donc, vous comprenez que ces choses ont disparu. Et puis, ça a disparu, bien naturellement. Si votre revenu est de 250 000 francs, de 300 000, et vous n'avez plus 16 à côté de 50 000, enfin, moyennement, je ne sais pas, de 50 000 par semaine, qui vous font 200 000 le mois en plus, vous voyez que vous êtes obligé de serrer les ceintures. Et là, vous allez maudire le gouvernement, parce que l'argent ne circule pas. L'argent qui ne circule pas, c'est l'argent sale qui ne circule pas. Et tout le monde le sait d'ailleurs. L'argent mal gagné qui ne circule pas. Tout le monde le sait. Il n'y a personne qui l'ignore. Même ceux qui disent le contraire aujourd'hui. Ceux qui en prennent le chef d'État au mot, ceux qui sont en train d'utiliser tout ça, ils le savent. Ils le savent beaucoup mieux que vous. Qu'ils ont tout leur salaire. Ceux qui vont marcher vendent toujours. Personne ne vend à crédit à quelle personne. S'ils vendent à crédit, ils sont habitués déjà à vendre crédit. Donc, en fait, l'argent sort. Et ça va, les transactions se poursuivent, les flux n'ont jamais cessé, mais la densité sur le marché a baissé, tout simplement parce que l'État n'est plus volé comme avant. Il y a quand même, quand on fait un peu une comparaison avec ce qui est dit sur nos plateaux, surtout sur le duel, par rapport à l'assainissement des finances publiques, Delors Faton, qui est bien évidemment membre du parti FCBE, estime que le chef de l'État, en réalité, n'est pas élu pour assainir les finances publiques. Il est élu donc après, parce que pour lui, on pourrait assainir les finances publiques pendant 1 an, et puis pendant le reste du mandat, contribuer à l'épanouissement des populations. Je pense qu'il y a une confusion dans sa compréhension des choses, parce que l'épanouissement des populations, c'est quoi? C'est pas les routes, c'est pas les centres, c'est pas les soins de santé. L'épanouissement de la population, c'est lorsque des pandémies non attendues comme Covid apparaissent, que le gouvernement de la République soit présent et gère. Comme on l'a eu. Ça paraît tellement à beaucoup de citoyens normal, parce que justement, on n'a pas décrété les états d'urgence sanitaire, on n'a pas mis des villes totalement isolées, on n'a pas... A dit que le gouvernement ayant pris des mesures abordables et vivables, et la situation étant maîtrisée, beaucoup pensent que c'est normal d'avoir fait. C'est un acte d'un gouvernement qui est anticipé et qui est social, c'est un acte social. Parce que le chef d'État, lui, il peut se faire dépister tous les jours. Les ministres peuvent le faire. Mais comment ils peuvent le faire? Le gouvernement a pris les mesures jusqu'à dédommager les petits emplois. Donc, c'est déjà ça. C'est déjà ça le projet Arche. C'est déjà ça, le Bico-Crédit refait. C'est déjà ça, l'assainissement au niveau de la santé. C'est déjà ça au niveau de l'éducation. C'est beaucoup déjà au niveau donc, des cantines scolaires. Et ainsi de suite. On peut citer plusieurs mesures sociales. Alors, qu'est-ce qu'il appelle bien-être des populations? Donc, je pense qu'il y a un problème de compréhension ou il y a une confusion à ce niveau. Peut-être qu'il s'exprime un peu mieux pour qu'on comprenne ce qu'il a envie de dire. Qu'aucun gouvernement, mais alors aucun, ne peut, dans aucun système sérieux, partager ce qu'il n'a pas produit. On appelle ça du populisme. Et ça ne peut que tomber sur du désordre. Lorsque le chef d'État, le président Yahi est arrivé, quand il a déversé 11 000 enseignants dans le système en 2007-2008, qu'est-ce qui s'est passé après? Entre 2011 et 2016, il a été contraint à resserrer parce qu'il y avait la pression de l'UEMOA pour les critères de convergence et de la Banque mondiale. Parce qu'on a plafonné, on a dépassé les niveaux. Parce qu'il y a des règles auxquelles on est assujetti. On est obligé. Donc, les mesures populistes prises très tôt ont rattrapé le gouvernement. Et donc, la grève des enseignants, les trucs, les B2, B, et puis après, l'augmentation des salaires, des histoires, on a vite oublié.
On a vite oublié. Donc, dire que le gouvernement ne sait pas occuper de bien-être des populations, ça dépend de ce que... Si le bien-être des populations, c'est qu'on les laisse dilapider, piller l'État comme on avait l'habitude, bavarder, faire chanter l'État, faire le désordre parfait. Tout ça là, ça, je ne pense pas que c'est le bien-être des populations, c'est le bien-être de quelques gâtés et qu'il fallait bien cesser pour le compte du développement durable. Lorsqu'on a envie de durer, de se développer dans la durabilité, ça veut dire que de continuer à vivre mieux aujourd'hui, tout en garantissant pour la génération future un mieux-être dans un environnement meilleur, il y a des efforts à faire. Et je pense que c'est ces efforts-là que certains intellectuels méritent, qu'on doit apprendre à certains intellectuels. Parce qu'il y en a qui sont encore dans les anciens formats. Bon, on a quand même appris depuis 4 ans. Et non, non. La preuve, quand vous entendez ces choses-là, vous comprenez que certains n'ont pas compris. Ou alors ils font semblant de ne pas comprendre. Ces choses-là, il faut les apprendre. Parce que le paradigme a changé, le Bénin a changé. Il faut que certains comprennent ça. Il y en a qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à comprendre que ça a changé. Ça a changé. Mais est-ce que l'épanouissement également ne passe pas par ce que je ressens dans ma poche? Agapit Napoléon Aforicain. Je vous ai dit oui, l'épanouissement passe également par là. Mais lorsque vous allez au centre de santé et vous n'avez pas de médecin, vous allez voir la situation de... Il ne vous est pas arrivé. Il y a des cas, j'ai perdu un ami tout récemment, et perd son âme, Jérôme Clavonvo, pour ne pas le citer, excusez-moi. Mais on aurait aimé l'avoir dans un centre de santé qu'on aurait pu le prendre en charge s'il y avait tous les équipements possibles. Mais le nombre de centres qui ont été sillonnés dans cette journée du dimanche, il y a 3 semaines, pour qu'ils finissent par s'éteindre, montre qu'il y a encore des efforts énormes à faire, par exemple. Mais pourquoi déjà la situation s'est améliorée? Parce que le projet, l'initiative gouvernementale qui a consisté à équiper les hôpitaux de zone, à gérer la clientèle privée séparément du service public, ça permet progressivement de rendre nos centres performants. La gestion de la Covid-19, la création des centres d'isolation, tout ça n'est pas anodin. C'est parce qu'il y a des actes. Vous ne pensez pas que la santé est un élément primordial. J'ai évoqué le cas de l'ami, encore pas, toutes mes excuses, mais j'ai évoqué ce cas palpable pour montrer comment une famille, quand ça ne vous arrive pas, vous ne sentez rien. Vous pensez que rien. Si dans un centre de santé, vous voyez tout et on vous prend en charge, ça paraît tellement évident, oui, c'est normal, ça devrait être évident si on avait été comme ça. Mais il faut voir l'effort fait depuis 4 ans. En principe, ça devrait être évident. Vous avez dans un centre de santé, on doit vous prendre en charge systématiquement. Vous payez les moyens, vous payez. Parce qu'il y en a qui ont les moyens. Bon, parfois, on a les moyens, on n'a pas l'équipement, on n'a pas le personnel. Tout à fait. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, en 4 années, ce qui a été fait est éminemment social. Le social, ce n'est pas donner l'argent aux gens, ce n'est pas augmenter les salaires. Non, c'est pas ça que du social. Social, c'est cela. Social, c'est l'éducation. Les 11 000 enseignants déversés en 2007-2008, qui se préoccupaient de leur formation, de leur statut, de leur progression, de leur mobilité dans le corps. Ça n'a pas été géré. C'est un gros dossier que le gouvernement a ouvert. La preuve, aujourd'hui, en les évaluant et en faisant l'évaluation, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement se rend compte qu'il y a des poches, il y a des besoins d'enseignants. Mais le gouvernement refuse d'envoyer les enseignants sans niveau. C'est aussi une option. Et justement, le président de la République l'a évoqué à Bemberek, voilà, justement, où le maire sans niveau. Alors, ceux-là qui devaient apporter le savoir aux enfants, y allaient sans motivation, sans niveau, et donc, c'est une catastrophe à l'école. Hein? C'est une catastrophe. L'école est aussi sanctuaire que la chapelle. Alors, donc, si nous sommes un peu plus de croyants, nous devons être encore plus accrochés à l'éducation. L'enfant est le père de demain. On ne peut pas accepter que le niveau de nos enfants soit totalement désagrégé par des gens qui n'ont pas le niveau. Et ça, ce n'est pas leur faute. Moi, je ne veux pas m'en prendre à eux. Parce qu'on leur a fait une occasion, ils ont pris parce qu'ils n'ont pas mieux. Et donc, c'est l'État qui est responsable. Et cet État sur le salon a pris sa responsabilité.
En 90, on a stigmatisé l'école du PPB, l'école nouvelle, tout cadre enseignant. Mais le tout cadre enseignant du PPB était encore meilleur que ce qu'on a aujourd'hui dans les déversés, là, dans les vacataires qui ont été déversés. Il y en a plein qui n'arrivent même pas à écrire du français. Parce que les programmes ne sont pas les mêmes. Ah oui, mais voilà. Donc, on avait décrié, depuis quelque temps les programmes quand même. En 90, on a stigmatisé le système qui voulait faire des citoyens, pas un accoyer, mais un homme intégralement ancré dans son milieu et prêt pour le développement économique et social. C'était ça, la fondamentale, enfin, le centre de l'école nouvelle. Et de l'école fondamentale, l'école d'excellence qu'on nous a produit de 90 ans aujourd'hui, on le regarde, il y a beaucoup de tard. Et le gouvernement corrige ces tards-là. Et ainsi de suite. Donc, lorsque vous parlez du social, lorsque vous parlez des conditions de vie de la population, je dis oui, mais quand on veut en parler, prenons les indicateurs, prenons les pistes, prenons maintenant les indicateurs et allons pas à pas, secteur par secteur, et on va voir. Le duel de ce dimanche, de ce 15 novembre, entre Adoukono et de leur Faton, sur cette chaîne, a montré simplement les limites de l'analyse. Les limites, peut-être d'une certaine partie de l'intellectuel, qui se donne une lucarne d'analyse et tourne droit à une autre lucarne. Non, il faut ouvrir les champs d'analyse. Moi, on peut revenir sur ça, s'ils veulent. Hein? Comme je le dis toujours, débattons. C'est l'occasion de débattre. Débattons, ouvrons les lucarnes. Et de toute façon, avec cette tournée du chef de l'État, le bilan du quinquennat est fait. Formellement, on pourrait le dire maintenant, puisque voilà, on est également à la fin, à 6 mois de la présidentielle, à quelques mois également de la fin donc, du quinquennat. Celui que nous sommes en train de retrouver sur le terrain pour cette tournée, est-ce Patrice Talon, le président de la République, ou le candidat pour avril 2021? Vous l'avez déjà demandé une fois, attends. Il y a deux Parce choses. Que certains se posent toujours la question. Je pense qu'ils sont également, ils sont désœuvrés, soit ils n'ont pas envie de voir la vérité en face. Et quelle est cette vérité? Que le mandat de présidentiel est de 5 ans et que ce mandat n'est pas terminé. Et donc, je suis déjà à la latitude d'aller et de venir dans le pays, de sortir du pays quand il veut, de visiter ce qu'il a envie de visiter, tant qu'il reste dans ces 5 ans, dans ces prérogatives. Alors là, la question ne se pose pas. Le parti Talon n'a pas encore dit qu'il est candidat. On n'a pas encore ouvert les candidatures. Même s'il disait que je suis candidat, les candidatures ne sont pas encore ouvertes. Donc c'est des intentions, c'est des déclarations d'intention. Ça n'engage que celui qui dit je suis candidat. En clair, cette question, c'est des questions réseaux sociaux, ça. Mais c'est un homme politique, Agapit Napoléon Bafori. Oui, je dis que c'est des questions réseaux sociaux. C'est des questions d'étoiles. Ça, c'est pas des questions sérieuses qu'on doit se poser. Le chef d'État est en train de valuer les chantiers qui sont ouverts, est en train de rassurer ici et là sur un certain nombre de questions, est en train d'aller à l'écoute des populations à la base, au terme d'un mandat qu'il a, alors qu'il a pris des engagements, il a mis en œuvre des chantiers, il est en train d'aller voir l'évolution des chantiers, les évaluer certaines, écouter les populations, pour pouvoir sans doute faire un bilan, ou faire de nouvelles perspectives, ou aller dans des perspectives meilleures au cas où il déciderait de continuer. Donc, c'est le chef d'État qui est sur le terrain. Après, le candidat Talon pourrait éventuellement exploiter les éléments que le chef de l'État en cours a constatés pour faire peut-être le projet de société. Et quand il dit par exemple que, voilà, je reviendrai à Kaourou et justement, je pourrais passer de quartier en quartier, mais ce serait le candidat. Le citoyen Patrice Talon peut le faire. Mais ça peut être également le candidat Patrice Talon. Pourquoi pas? C'est pas exclu. C'est pas exclu. Mais ici, c'est le président de la République qui parle. Voilà, c'est pas exclu. En fait, il faut pas voir. C'est pas sur les tabous, la présidentielle, du tout. Et Patrice Talon, candidat ou pas candidat, ça ne doit pas être du tabou. Quand c'est prêt, je vous ai dit, le timing, pour entendre le chef d'État lui-même sa propre candidature, il faut attendre fin janvier. Hein. Si vous voulez vraiment pas. Le plus tôt, c'est fin janvier. Parce que l'élection, même, c'est dans 80, on se 3 mois peut-être d'élection, un peu moins de temps. On a encore le temps pour ça. Mais pour le moment, c'est le chef de l'État qui est sur le terrain, qui analyse, qui évalue, qui écoute, et puis qui note, qui explique, qui rassure. D'accord? Donc, voilà la mission de cette tournée-là.
Et vous le constatez ici et là. Donc, quand les gens veulent voir le candidat, ils n'ont qu'à voir le candidat. Donc, ça veut dire qu'ils restreignent le champ de la sortie. Ils restreignent le champ de la sortie. S'il veut voir le président de la République, mais tant mieux, c'est lui qui est sur le terrain. Mais là, il n'a même pas dit non. Non, c'est uniquement le président de la République. Non, c'est le président de la République en fin de mandat. Donc, qui peut, à 2 ou 3 mois, devenir le candidat et qui peut exploiter les données pour les besoins de la cause. Ça lui permet peut-être de voir. C'est aussi un président en fin de mission, en fin de mandat, qui a envie d'évaluer ce qui est fait et de faire un rapport en disant, bon voilà, hélas, mon action n'a pas pu totalement impacter Tchaourou. Pas totalement, je ne sais pas, Franco ou je ne sais pas, Ipinle et autres, Al-Jawere. Donc, ils peuvent cette tournée. Donc, attendons la fin de la tournée pour voir peut-être, pour tirer les grandes leçons. Mais pour le moment, pour les 12 premières localités visitées, on peut dire que c'est la mission porte les fruits, c'est-à-dire voir, évaluer, écouter, expliquer, exposer, conseiller, rassurer, et puis après donc, voir ici, je ne vois pas si ça dérange quelqu'un. Voilà, de toute façon, 42 communes attendent encore le chef de l'État, puisqu'il était annoncé 54 communes, donc 54 villes. 42 attendent le chef de l'État. Et justement, on ne pourrait pas évoquer ces premiers 4 jours donc, de cette tournée avec cette information concernant le cortège présidentiel par rapport à cet accident qui s'est passé avant, donc le passage du cortège au dire donc, du porte-parole du gouvernement. On peut s'attendre également à, en initiant cette tournée, on pourrait s'attendre également à quelques informations qui pourraient affecter justement le train normal de cette tournée à Agapit Napoléon Mafoikan. Bon, maintenant, sur le compte des incidents de parcours, heureusement, le porte-parole du gouvernement est sorti à temps pour mettre de l'ordre dans les esprits et calmer les toiles parce que bon, ça allait dans tous les sens. Voilà, j'espère que les parents du disparu savent bien que tout ça s'est passé en dehors du cortège présidentiel. Père à l'âme du disparu. Et bon, voilà, courage aux parents. Mais ça, les accidents. Les accidents, il y en a tous les jours. Et espérons que chacun travaillera à les réduire et que, bon, voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas trop à discuter là-dessus. Le ministre porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, à l'Orola, a dit ce qu'il fallait faire. Et puis, voilà, on avance. Voilà. En tout cas, les prochains départements, c'est bien la Donga. On revient également dans les collines, le Mono. L'Ouémé, le plateau, voilà. Donc, ces départements attendent également le chef de l'État. On va parler, avant de vous laisser partir, Agapit Napoléon Mafoikan, du parti FCBE. Dans la semaine, on a eu justement cette publication donc, du CN, donc Théophile Yarou, qui estimait, Théophile Yarou, qui dit qu'il est candidat à sa propre en fait, à la candidature donc, du parti FCBE. Devrait-on s'attendre aujourd'hui à quand même une guerre Rompé-Yarou au sein du parti FCBE? Est-ce que justement on est conscient du mécanisme à mettre en place pour pouvoir quand même s'entendre, surtout qu'aujourd'hui on est en train de parler d'un duo et donc les deux peuvent s'entendre justement. Devrait-on craindre pour une certaine fracture au sein du parti FCBE? Écoutez, la vie d'un parti n'est pas celle d'une autre tranquille. La vie d'un parti, c'est celle des dynamiques. C'est celle des ambitions croisées. C'est celle des échanges. C'est celle des débats durs. C'est celle des clans. C'est celle des... Donc, vous comprenez qu'un parti, c'est une dynamique, c'est un appareil. Donc, quand on prend le Sen, que Yarou le Sen a joué, ou que le maire Yagaba Yaya ici, ou l'autre là-bas, ait envie d'être candidat de la République, à la présidence de la République, c'est normal qu'ils l'expriment. C'est normal qu'ils le disent. Peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas le cadre au niveau du parti pour le faire que les médias les relaient. Mais c'est sûr qu'ils doivent trouver le mécanisme. Donc, un parti, c'est pas l'évangile selon une ou Y dans un parti. Et donc, ça ne devrait pas inquiéter. Non, non, il n'y a rien d'inquiétant. Bien au contraire, ça montre que le parti vit. Ça montre que le parti vit. Après, il lui appartient d'avoir un mécanisme pour pouvoir désigner
et le candidat et son colistier, le duo candidat à l'élection présidentielle. Il appartient au parti d'élaborer, de disposer d'un tel mécanisme. Donc voilà, pour moi, il ne se pose aucun problème à ce niveau-là. Est-ce que ce ne sera pas une porte d'entrée quand même à une mini-crise, même si on le dira comme ça, parce que des anciens alliés qui sont plus là pourraient en profiter pour quand même entretenir ce petit conflit qui pourrait naître. Et évidemment, mais il faut... Est-ce que les membres du parti en sont conscients? Les grandes choses, hein, c'est sur la ruine des autres. Hein, les grandes œuvres, hein, sont bâties sur la ruine des autres. C'est dire que les crises ne sont pas absolument mauvaises. Les crises ne sont pas du tout mauvaises. Une crise pour le parti FCBE à 6 mois des élections, ce n'est pas une crise à souhaiter. Je dis que les crises ne sont pas absolument mauvaises. Ce qui est mauvais, c'est qu'on les étouffe. C'est qu'on les empêche de s'éclore si on n'a pas les solutions. Je vous dis que le parti FCBE sait bien, s'il a envie d'aller à l'élection, qu'il a des organes dirigeants. À la tête des organes, il y a le secrétaire de l'exécutif national. Mais quelle est la fonction d'un responsable politique si ce n'est pas d'aller à la conquête du pouvoir? Si ce n'est pas naturel que ce soit le SEN, ça veut dire que le parti l'a prévu. Ça veut dire que le parti a un mécanisme. Donc, le parti trouvera, si c'est un conseil national qui va organiser pour faire valider sa candidature, le parti trouvera. Donc là, parce que je dis, je suis candidat, tu dis que tu es candidat qui a crise. Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment de militants. Donc, on est dans l'évangile selon X ou Y, on est à l'église, on est dans le temple, on est dans un lieu où on est en dogmatique. Non, ce n'est pas un endroit où on impose quelqu'un. Ailleurs, dès qu'on impose le chef, tout le monde se met à l'ordre et on fait allégeance. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. Tout le monde va sur le terrain. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais en réalité, quand le CN dit « je suis candidat », le CN adjoint devrait se positionner comme colistier. Non, mais c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas dans l'armée où il faut se lever, faire garde d'avouer parti. Non, je vous ai dit, ici, on n'est pas dans les cercles religieux ni dans les milieux militaires. Nous sommes dans un endroit suffisamment ouvert. Donc, le Sénat dit, est-ce que le Sénat a été officiellement mandaté? Est-ce qu'il a reçu l'onction? Le Sénat n'est pas en lui seul l'organe. Donc, avant de le dire, il a dit en son nom. Donc, il n'a pas encore fait valider l'appareil. L'autre, le Sénat a dit aussi en son nom, il n'a pas encore fait valider. Donc, quand viendra le moment où l'appareil va se prononcer, mais c'est si l'appareil se prononce. Et les gens, il y a des contestations, c'est là qu'on appelle, c'est le début de crise, là, qui peut être réglé. Et là, il n'y a pas encore de problème. Mais il y a problème si on n'arrive pas à le régler. Donc, on a connu l'UN, il y a quelques mois, il y a quelques années, qui n'a pas pu désigner des candidats en son sein. Tout à fait. Et qui a laissé le libre choix à ses membres. Donc, c'est pour vous dire que, bon, voilà, toutes les schémas sont possibles. Donc, pour moi, là où on est, le débat FCBE n'est pas un débat national, c'est un débat du parti politique. Donc, laissons le FCBE à leurs problèmes. Je pense qu'ils sont suffisamment mûrs pour se gérer ou pour s'autogérer. Ils ont déjà dit qu'ils vont négocier le parrainage. Alors, s'ils sont déjà en mesure de négocier le parrainage, ce n'est pas de négocier une coalition interne pour avoir un candidat et son duo, son colistier. Enfin, oui, le candidat et le colistier, ce n'est pas ça qui va leur manquer. S'ils n'arrivent pas à le faire, c'est qu'ils ne sont pas dignes d'avoir... Bon, heureusement maintenant qu'il y a un duo à proposer. Il y a un duo, donc c'est plus facile, je crois. Enfin. C'est plus... Voilà, on va finir par... Est-ce que devrons-nous espérer une réconciliation Yahi Talon, quand on sait que, bon, le chef de l'État même, lors de cette tournée, disait, par exemple, à Kaourou, précisément, que donc Yahi et lui, donc, ils étaient, bien évidemment, petit frère, grand frère. Devrait-on espérer, donc, une réconciliation Yahi Talon Agapit Napoléon Waforikan? Enfin, tout est possible dans la vie. Absolument. On a déjà connu des moments, on a déjà connu des situations pires se régler, donc c'est possible. Il n'y a pas de... Mais on ne sait pas quand. C'est possible avant la présidentielle? Non.
Non, je veux être, en tant qu'analyste, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, au-delà, peut-être des choses qui ont pu les séparer ou les diviser, il se fait que le président Yahi est encore très actif sur le terrain. Et donc, à partir du moment où il est derrière le Parti des démocrates, très engagé, et donc en face donc, du pouvoir talon, je ne les vois pas admis. Des signes peuvent être lancés, des échanges peut-être par personne interposée peut-être, mais si ça doit venir, ça ne peut qu'être après la présidentielle. Après la présidentielle. Ouais, donc, mais écoutez, l'élément fondamental ici, c'est déjà la main tendue du chef de l'État. Je pense que le président Talon, c'est pas la première fois qu'il a tendu la main à Boniaï. Le président Talon l'a déjà fait, même au plein cœur des moments où il était à l'extérieur. Le président Talon lui a tendu la main. Il devait revenir, il devait être reçu par le chef de l'État finalement. Il est rentré au pays, mais il n'est pas allé au palais. Donc, il a déjà fait fort bon une fois à la main tendue. Espérons qu'il accepte le principe. S'il a envie peut-être de reconquérir encore un certain nombre de cœurs des Béninois. Mais s'il n'accepte pas, le monde ne sait pas de se dérouler sans ça. Ça c'est ce dont le Bénin a le plus besoin. C'est pas nécessairement que Talon Yahi se réconcilie. Ce dont nous avons besoin, c'est un gouvernement qui travaille pour régler les problèmes sociaux, les problèmes de développement et autres. Donc, ce qui est important, c'est que chacun, de là où il se situe, fasse son job, fasse son travail, et n'essaye pas de mettre des bâtons dans les roues ou d'utiliser des manœuvres dilatoires, enfin des manœuvres pas sérieuses pour pouvoir se faire parler de lui. Donc, pour moi, dans l'absolu, l'attente fondamentale aujourd'hui, ce n'est pas que Patrice Talon et Boni Aïssan se réconcilient. Ce n'est pas. C'est beaucoup plus des mesures d'apaisement. Si ça venait, c'est quand même bien. Mais c'est également des mesures d'apaisement qui permettent peut-être à offrir à ceux qui ont eu peur, qui ont quitté le pays, par exemple, qui ont eu peur de quitter le pays, parce qu'ils ont peur de la justice, ils ont peur des actes qu'ils avaient commis avant, ils ont peur de c'est peut-être de leur offrir peut-être une grâce, une sorte de les assurer que la République est pour tous et qu'ils n'ont rien à craindre de revenir au pays pour pouvoir participer au développement. Ça, c'est possible encore. Vous voyez ça, je trouve que ça peut compléter l'autre. Ça peut compléter l'autre et peut-être rassurer encore plus. Donc, parce que ce dont il est question, c'est que des gens, certains ont peut-être peur de bonne foi. Qui sait? Qui sait? Là, ça permettra de faire, non pas de réajuster, de déceler, livrer de bon gré, parce qu'il y a peut-être quelques-uns qui ont peut-être peur, au compte de leurs antécédents, des choses qui sont sûrs d'avoir fait et ils ne voudraient pas peut-être assumer. Bon, et puis il y en a d'autres carrément qui ont peut-être peur, tout simplement parce qu'ils ont peur. Parce que je dis, voilà, on a géré avant, alors donc là, ce pouvoir-là, vraiment, compte tenu des déclarations que j'ai eu à faire, autant avoir peur. Peut-être que, bon, donc il faut peut-être faire la part des choses. Donc voilà, de manière globale, voilà des chantiers possibles. Donc le chantier de réconciliation avec Boniaï, le chantier d'ouverture à ceux qui ont fui le pays parce qu'ils ont peur. Ici et là, bon, moi je trouve que c'est possible. Mais l'urgence aujourd'hui n'est pas là. L'urgence, c'est beaucoup plus expliquer aux populations. C'est ce que le chef d'État est en train de faire. Aller vers les populations, les écouter et après faire la synthèse et réajuster ce qu'il faut réaliser sur le plan du développement intégral du Béninois, sur le plan du fait que le changement qui a été acté en 2016 va devenir effectivement un changement qui permet aujourd'hui aux Béninois d'être heureux, d'avoir une vision de l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme, un avenir un peu plus radieux, et de voir que dans 20 ans, ce qui est fait aujourd'hui, son impact c'est au minimum dans 10 ans, et que dans 20 ans, ce pays est mis sous orbite, et c'est là que les gens parleront d'un certain Patrice Talon. Ils vont dire, mais il était têtu, il était trop courageux, il était peut-être téméraire, mais il fallait que ça pour que le Bénin puisse être porté en triomphe. Et donc, Bénin en triomphe, celui qui l'a porté en triomphe, lui également porté en triomphe.
tout le monde sera révélé et donc voilà, la génération future peut avoir ses repères. Voilà un peu comment moi je perçois, j'appréhende un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et dans les sorties présidentielles, dans les déclarations du président de la République, je pense être en harmonie avec lui. En l'écoutant, on sent qu'il sait et il a envie qu'on sache qu'il construit, sans doute pour aujourd'hui, mais surtout pour demain. Et ça, il faudrait que la nouvelle génération, la génération plus jeune, je veux dire, puisse appréhender le discours ainsi et donner acte au chef de l'État. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Aforican. Vous êtes notre consultant politique. Merci pour ces éclairages. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Donc, c'est la fin de votre grand programme Dimanche, c'est politique. Donc, c'est la fin de le décryptage de la semaine. On va se retrouver demain. Mais en attendant, vous suivrez tout juste après nous, Nouyen Bassa, avec Da Sodio. Vous n'oubliez pas de nous suivre sur nos canaux digitaux, le www.etelebenen.com. Notre application ETélé Bénin que vous pouvez télécharger sur App Store ou Play Store. Vous n'oubliez pas notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre page Facebook ETélé Live. Agréable suite de soirée à chacun et à tous.